Chose promise, chose due, je vous parlais tout à l'heure des recettes des pâtes à l'éolienne. Eh bien, on a demandé au chef de l'hôtel d'Acacia Resort, le chef s'appelle Joachim Pugliesi, de nous donner son secret de chef. Eh bien, voilà ce qu'il faut faire si vous souhaitez réaliser, et vous allez voir que c'est très simple, mais moi je peux le faire, cette recette. Vous êtes prêts? Vous avez pris de quoi noter? On y va. Alors, au niveau ingrédients, il vous faut de l'ail, des capres, il vous faut des anchois et du thon, il vous faut des olives noires, des tomates cerises, du basilic et forcément de l'huile d'olive. Pendant que dans l'eau bouillante cuisent vos penne, 8 minutes maximum, vous allez voir. Alors attention, voilà ce que j'ai appris comme petit secret ici, il faut beaucoup d'eau pour cuire les pâtes. Pour 100 g de pâtes, il faut 1 litre d'eau. Pendant que vos pâtes cuisent, vous prenez de l'ail, vous le faites revenir et puis vous l'enlevez tout de suite. Ensuite, vous jetez dans la poêle des anchois, des capres, des olives noires, vous rajoutez le thon, vos tomates cerises coupées en deux et vous laissez mijoter. Lorsque tout ça a pris une consistance normale, vous rajoutez une demi-louche de l'eau des pâtes pour donner un certain goût, un peu d'amidon, mais en même temps pour que tout ça fluidifie. À la fin, vous rajoutez le basilic, vous jetez les pâtes dans la préparation qui est dans la poêle. Pour la présentation, un petit peu d'aneth et vous allez m'en dire des nouvelles. Alors pour accompagner ce plat de pâtes, je vous rappelle que c'est du poisson, il faut un vin blanc. Là, on a choisi un Grillo Madonita, c'est un vin purement sicilien. Je vous laisse nous servir. Eh bien, voilà donc le résultat final. Et je vous rappelle que vous pouvez le faire vous-même. Regardez, c'est pas beau ça? Des pâtes à l'éolienne. Et oui, voilà une recette que vous avez apprise grâce finalement au secret du chef de cet hôtel, l'Acacia Resort. Avec le petit vin blanc, ce sont des choses qui vont bien ensemble. Et puis, vous le savez, maintenant l'aventure va continuer. Nous allons quitter la Sicile pour rejoindre par le détroit de Messine, c'est-à-dire 3 km par la mer, c'est pas très loin, la Calabre. Plus sauvage, moins touristique, la Calabre va nous livrer ses secrets. En tout cas, elle les a livrés à Jérôme Didlot et à Thierry Bellia. Regardez. L'écrivain italien Guido Piovene disait de la Calabre qu'elle a été engendrée par un dieu capricieux. Après avoir créé les différents mondes, il se serait amusé à les mélanger entre eux. Au cric succèdent les plages de sable fin, à la mer, les chaînes montagneuses, dont la mythique Aspromonte. Pour évoquer les origines de la civilisation en Calabre, il faut descendre sur la côte ionienne. On comprendra dès lors pourquoi on la surnomme la Grande Grèce. On est à Locri Epizéphiri, la première et la plus grande colonie de l'époque grecque, du 8e siècle avant Jésus. Et les Grecs, en venant ici, ont créé des colonies encore plus grandes par rapport aux villes qu'il y avait en Grèce. C'est pour ça qu'on l'appelle la Grande Grèce, mais c'est un nom donné par les historiens. Parce que les premiers Grecs qui sont arrivés ici ont donné à la Calabre le nom d'aujourd'hui, Calabre. Cal, c'est un mot grec qui vient de kalos, qui veut dire chose belle. Si la côte ionienne est restée sauvage, dotée d'une nature encore intacte aux abords de l'Aspromonte, la côte tyrrhénienne, 25 km à l'ouest, est très différente, plus fréquentée par les touristes. Outre la beauté du littoral, on peut y admirer de nombreux villages pittoresques comme Tropea. Construite sur un promontoire donnant sur la mer, la cité a gardé son caractère médiéval malgré le tremblement de terre dévastateur de 1908. On y compte 400 palais de nobles du XVIIe siècle, dont aucun portique n'est identique car il constituait à l'époque un signe de richesse. Celui-là ornait la demeure d'un marquis de France considéré comme le prince de la ville, d'où la représentation du lion. Le coquillage symbolise la prospérité liée au commerce de la pêche. Scilla est construite sur une côte constituée par l'un des flancs de l'Aspromonte, se prolongeant dans la mer par des grottes souterraines, surnommée côte violette à cause des reflets donnés par les roches sous-marines volcaniques. Le bruit de la mer y évoque le chant des sirènes, Homère le raconte dans l'Odyssée,
En passant précisément un Scylla, Ulysse mit de la cire dans les oreilles de ses marins et lui s'attacha au mât pour résister aux sirènes. On peut également y apercevoir une forteresse du XIe siècle, construite sur la falaise, où vint s'installer Charles d'Anjou. Autre attraction, les Cianalea, maisons datant du Moyen-Âge qui semblent bâties sur l'eau. Quelques sites offrent des panoramas exceptionnels. C'est le cas du promontoire Saint-Élia, qui offre un point de vue unique sur le détroit de Messine, où la Calabre semble attachée à la Sicile. On domine également le troisième port d'Europe de Gioia Tauro et les îles éoliennes. Quant à Capo Vaticano, c'est une étape incontournable pour le spectacle divin qu'il offre de la côte des dieux. La foi est d'ailleurs un véritable moteur pour la région qui bénéficie d'un important tourisme religieux grâce à de nombreux sites prisés par les pèlerins. En premier lieu, Serra San Bruno, célèbre pour sa chartreuse fondée par Saint Bruno en 1095. C'est un centre spirituel important pour cette région, Serra San Bruno. Avant tout parce qu'il y a une chartreuse très ancienne qui a été fondée par un moine, le même moine qui a fondé la chartreuse de Grenoble. Et après, il est venu ici en 1090 pour fonder cette chartreuse plongée dans les bois, dans la forêt. Et c'est un lieu de miracle. Et pour la population locale, il y a ces petits lacs qu'on a vus, qui s'appellent les lacs des miracles, où les touristes viennent pour toucher l'eau et donc demander une grâce. Le pèlerinage peut se prolonger à Gerace, village perché à 600 mètres d'altitude où existe la plus grande cathédrale de Calabre, dont la particularité est d'être bâtie sur les colonnes d'un temple grec amené là au XIIe siècle. Mais celle de Tropea est la plus populaire. Elle est aussi nommée cathédrale de la Romanie, en hommage à une Vierge orientale dont un tableau s'est échoué sur les rives de Tropea, qui a porté bonheur à la ville. En 1943, 2 bombes ont atterri sur la place jouxtant l'édifice et n'ont pas explosé. Elles sont depuis exposées dans sa nef. Comme on vient de le voir dans ce reportage, soit vous venez ici pour vous recueillir, soit vous venez ici pour vous divertir. Et il y a toute une gamme d'hôtels à votre disposition à des budgets différents. Et si vous trouvez le petit hôtel super sympa, pas trop loin du parc national de la Silla, vous ferez des randonnées à travers la forêt remarquables. En bord de mer, ce sont des promenades en bateau qui peuvent vous amener jusqu'à Stromboli. Et puis forcément, il y a les meilleures glaces d'Italie ici, les glaces des Pizzo, il faut les goûter. Et puis, un peu plus loin dans la campagne, le petit resto qu'il fait bien avec une spécialité, des beignets d'ortie. Vous voulez voir ça en image? Regardez. Si l'authenticité caractérise la Calabre, la modernité n'est pas absente grâce à des équipements hôteliers d'exception. Dans la région, on préfère développer l'offre hôtelière en rénovant et en restructurant plutôt qu'en construisant. C'est ainsi que, depuis 1971, l'hôtel Rocca Nettuno est devenu un endroit unique, doté de plusieurs types d'appartements, de bungalows familiaux, et surtout d'une plage privée. C'est une région qui est très portée pour le tourisme. Et c'est une région qui est en train de trouver la juste conformation dans les marchés du tourisme. On n'a pas une grande quantité d'hôtels comme autres destinations, mais ça fait aussi la différence, je pense. On n'a pas cette concentration, mais on trouve des petites perles qui peuvent donner de grandes satisfactions pour les vacances de tout le monde. Mais le calme n'est pas la seule chose qu'on savoure en Calabre. Les produits de la région rendent sa gastronomie très originale. Par exemple, les oignons rouges sont beaucoup plus doux qu'ailleurs sur la côte de Tropea, grâce au microclimat et au terrain de la côte. Vous trouverez une incomparable confiture d'oignons dans les boutiques de producteurs locaux, où il n'est pas rare de voir la tenancière préparer des pâtes. Autre spécialité, le Viagra calabrais, une andouillette très pimentée. La bomba,
un antipasti à base d'aubergines, de tomates, de piments, d'olives et de champignons, ou encore une grande diversité de produits à base de bergamote, confiture, savon, digestifs, parfums, huiles essentielles. Dans les terres, on trouve des restaurants étonnants. Dans la province montagneuse de Vibo-Valentia, la famille Rosetto donne dans l'agrotourisme, rentabilisant les 1000 richesses des alentours, notamment les sous-bois qui regorgent de champignons. Vous pourrez parfois apercevoir l'un des fils, Gianni, partir cueillir des orties. C'est à sa sœur Maria qu'il revient de les utiliser pour préparer l'une des spécialités de la maison, les fritelle, des beignets d'orties inoubliables. Même si l'on repart le ventre bien rempli de chez les Rosetto, il faut toujours garder un peu d'appétit en Calabre. Car si par hasard vous enchaînez avec la visite de Pizzo, vous verrez vite que la place de la République ne compte pas moins de 6 glaciers. Tous ont la même spécialité, à quelques variantes près, le tartufo, une crème glacée à la noisette célèbre dans toute l'Italie, dont le secret remonte à la visite d'un prince du Piémont. Comme la famille de Savoie venait de la région du Piémont, on a voulu faire plaisir au prince en préparant une glace qui ressemblait à une truffe d'Alba, très connue dans sa région. On a également choisi la noisette, du fait qu'il y en a beaucoup au Piémont. Avec une gastronomie aussi tentatrice, il faut se réjouir du fait que la Calabre recèle de magnifiques endroits pour les balades ou les excursions. Le plus exceptionnel est sans doute le parc naturel de la Silla, surnommé la Petite Suisse. Une fois passé le lac de Cesita, à 1800 mètres d'altitude, vous commencerez à apercevoir une végétation de type scandinave. La Calabre, on la voit, du moins on se l'imagine, très sèche, rocailleuse, alors qu'en fait on est dans une zone au contraire qui est, je dirais pas humide, mais enfin avec beaucoup de végétation. Il y a un effort tout à fait particulier qui est fait pour attirer le touriste, soit des gens de la région, soit des étrangers. Beaucoup d'infrastructures. Là, nous cherchions donc à faire de la marche. On s'est arrêté pour demander une carte. Les sentiers ont l'air très bien balisés. La guide au musée a téléphoné pour savoir si le petit bout qui nous inquiétait était praticable en ce moment. Ils se mettent vraiment en quatre pour aider les touristes. Je crois que c'est une très bonne chose. On trouve dans le parc de la Silla un type de mélèze particulier à la Calabre, le Pinot Laricchio. Autrefois, on avait l'habitude d'en extraire la résine. Il est désormais protégé. Le parcours est parsemé d'observatoires qui permettent aux promeneurs de scruter daims et cerfs en milieu naturel. Et si vous avez de la chance, vous apercevrez peut-être l'un des 17 loups du parc. Un moment fort, sachant qu'il n'en reste que 25 en Calabre. Enfin, il serait dommage de quitter cette région sans vous offrir une promenade en bateau, par exemple depuis Tropea, le long des criques sauvages de la Côte des Dieux. Et bien voilà, chers amis, nous arrivons tout doucement à la fin de notre balade ici en Italie, du côté de la Calabre ou de la Sicile. Dans mon assiette, le dessert, c'est à Cannoli. Si vous venez ici, je vous rappelle que c'est 2 heures de vol depuis l'aéroport de Luxembourg. Vous allez pouvoir déguster ce dessert. J'espère que vous avez appris plein de choses de cette petite balade gastro-culturelle. Et puis également, n'oubliez pas une chose, c'est que les petites recettes qu'on vous a présentées tout au long de ces différents sujets, vous allez pouvoir maintenant tenter de les réaliser chez vous. Dites-nous par email si vous avez réussi à faire quelque chose de bien. Allez, chers amis, on se quitte. On se donne rendez-vous très prochainement pour une autre destination. Merci à Jérôme Didelot, Thierry Bellia, merci à Patrick Sampaio, aux équipes de Luxair Tour et aux équipes techniques de R. À très bientôt. Ciao.